Voilà, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez bien? Très bien, ça ne grésille pas, c'est bon. Ouais. Bien, soyez les bienvenus à l'eau vive. Vous savez que cette maison, au-delà des activités artistiques et solidaires qu'elle propose depuis 50 ans, se veut être une maison au cœur de la cité, au cœur de ses problématiques, au cœur du monde qui la traverse et dans laquelle elle est profondément actrice. Et voilà, c'est à cette fin qu'un cycle de conférences se déroule, s'anime depuis de nombreuses années sur différents thèmes. Et puis depuis 3 ans, le cycle qui nous tient est celui de l'aubaine d'être né en ce temps, tiré de l'essai de Fabrice Adjadj, l'aubaine d'être né en ce temps. Et on a eu une introduction, plusieurs entrées sur la démographie, les flux, sur les médias, sur notre monde contemporain, ses caractéristiques, et puis bien d'autres. Et aujourd'hui, une question d'actualité qui va aborder, on va dire, les grands bouleversements scientifiques, mais qui touchent à la nature elle-même, et puis au sens de l'homme, et donc en particulier le transhumanisme. Et donc, dans ce cadre, j'ai le grand plaisir d'accueillir et de remercier Monsieur Brochier. Voilà, merci infiniment d'être là. Pour nous éclairer sur le sujet de manière réaliste, alertée et positive. Voilà, merci infiniment. Alors, si vous allez sur Internet et que vous tapez le mot transhumanisme, vous allez bien évidemment tomber sur des milliers de pages, ce que j'ai fait un peu cet après-midi. Et alors, je vais vous partager 2 découvertes que j'ai faites. D'abord, il paraît que l'homme qui va vivre 1000 ans est déjà né. Première information. La deuxième, c'est que Elon Musk, le milliardaire américain, vient de créer une entreprise qui a pour projet à très court terme d'implanter dans nos cerveaux une puce qui permettra de dialoguer directement avec son ordinateur. Des nouvelles comme ça sur Internet, il y en a des milliers et des milliers, et c'est très difficile de savoir ce qui est faux et ce qui est vrai, ce qui est déjà réalisé et ce qui est en cours de réalisation. Sur ces sites Internet, vous trouverez autant de sites qui vous diront que le transhumanisme est une chance pour l'humanité, et autant de sites certainement qui vous diront que c'est une catastrophe pour l'homme. Bref, au milieu de toutes ces informations, c'est bien difficile de se faire un avis. Et notre projet aujourd'hui, et à travers ces conférences sur l'aubaine d'être né en ce temps, c'est bien de pouvoir réfléchir, de se poser et de se demander ensemble si le transhumanisme est une aubaine ou une menace. Pour réfléchir ensemble sur ce sujet, nous avons invité Emmanuel Brochier, que je remercie très personnellement d'être là ce soir. Monsieur Brochier, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes maître de conférence à l'Institut de philosophie comparée, vous intervenez au Collège des Bernardins et vous êtes spécialiste en philosophie de la nature. Il se trouve que j'ai eu la chance, il y a quelques années, un peu par hasard, d'aller à l'une de vos conférences et j'ai été absolument séduit par d'abord la qualité de votre intervention et la profondeur de vos propos. Et du coup, j'ai souhaité, dans le cadre de ces conférences, que nous réfléchissions ensemble sur le thème du transhumanisme. Donc je vous remercie, vous ne me connaissiez pas, moi je vous connaissais, et vous avez gentiment répondu à mon mail. Et vous êtes présent avec nous ce soir. Et une petite anecdote, lors de cette conférence, j'ai demandé à mon voisin qui vous étiez, donc on m'a dit, c'est Emmanuel Brochier, il est professeur à l'IPC. Alors il se trouve, par hasard, que l'une de mes filles est étudiante à l'IPC. Alors du coup, j'ai pris Emmanuel Brochier en photo, et puis je l'ai envoyé à Camille, en lui demandant « Est-ce que tu sais qui c'est ?» pour savoir si elle allait en cours ou pas. Et alors elle m'a répondu Emmanuel Brochier, point d'exclamation, et je vous le dis, pas pour vous faire rougir, il est canon, c'est THE prof de l'IPC. Alors si je vous dis ça, monsieur, d'abord, c'est parce que je suis convaincu que les sujets que vous portez sont essentiels, et je voulais vous remercier de les transmettre aux jeunes générations, parce que ce sont des projets existentiels, et je voulais, à ma juste mesure,
vous encourager à continuer à nous transmettre ces sujets et à nous former, parce que c'est essentiel. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cet accueil. Je suis heureux de vous rencontrer ce soir. Je voudrais aborder le transhumanisme d'une manière un peu particulière. Je voudrais vous montrer la tentation de l'homme augmenté. Le transhumanisme, c'est la philosophie de l'homme augmenté. L'un des fondateurs du transhumanisme, Max More, au départ Max O'Connor, et puis il a voulu se faire appeler Max Plus, Max Augmenté. Max More définit en 1990 le transhumanisme comme l'ensemble des philosophies de la vie qui cherchent la poursuite et l'accélération de l'évolution de la vie intelligente par-delà sa forme actuelle et ses limites au moyen de la science et de la technique, et ce, guidés par des principes et des valeurs qui promeuvent la vie. Voilà la première définition du transhumanisme dont on parle tant dans nos médias, en effet. Alors, on peut aborder le transhumanisme de bien des façons. On peut aborder le transhumanisme en parlant des sciences et des techniques. Vous avez tous entendu parler de l'acronyme NBIC, N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour sciences de l'information, et puis C pour sciences du cerveau. Vous avez tous entendu parler peut-être de convergence des nouvelles technologies. On peut effectivement aborder le transhumanisme à partir des technologies. Mais en même temps, si vous me permettez de reprendre cette expression, le transhumanisme n'est lié à aucune technologie particulière. On ne peut pas dire, je ne sais pas, justement, une interface comme Elon Musk, auquel vous y référence, cerveau-machine, avec son entreprise Neuralink, eh bien, ça c'est du transhumanisme. Pas nécessairement. La technique, en quelque sorte, est neutre. Et en fait, et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette soirée, le transhumanisme, c'est une réflexion sur l'usage de la technique. La technique n'est pas transhumaniste. Le transhumanisme, c'est une orientation, c'est une manière d'orienter nos technologies. Et donc, ce n'est pas sous l'angle des nouvelles technologies que je vais aborder ce soir le transhumanisme. On pourrait aussi aborder le transhumanisme à l'aune des valeurs, puisqu'il s'agit d'orienter les nouvelles technologies à l'aune de certaines valeurs, et entre les différents courants transhumanistes, eh bien, on n'est pas d'accord, soit sur les valeurs, soit sur la hiérarchie entre les valeurs. Je ne parlerai pas ce soir des valeurs du transhumanisme. Il ne faut pas tout aborder. Non, nous allons regarder ce qui, me semble-t-il, est le point central, pas nécessairement le plus croustillant de prime abord, le plus facile, mais le point central. Il s'agit de l'évolution de la vie intelligente, voilà, par-delà sa forme actuelle et ses limites. Bref, il s'agit de l'homme augmenté. Il s'agit d'agir afin d'augmenter l'homme. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est pourquoi il s'agit d'une tentation. Pourquoi on nous dit, vous avez évoqué Luc Ferry, Luc Ferry dit qu'il s'agit d'une révolution et d'un phénomène qui est inéluctable. L'un des papes du transhumanisme, Ray Kurzweil, qui est directeur de recherche chez Google, voit également dans le transhumanisme une sorte de processus inéluctable. Pourquoi est-ce une tentation ? Qu'est-ce qu'il y a de si fort dans cette idée
d'homme augmenté. Parce que quand on discute avec des personnes qui n'en ont jamais entendu parler et auxquelles on en parle pour la première fois, eh bien, elles sont surprises. Elles se disent soit que c'est impossible, soit que c'est absurde, c'est un délire. Je voudrais vous montrer ce soir qu'il ne s'agit pas d'un délire. Alors, quand on parle de l'homme augmenté, quand on parle de l'augmentation, d'abord on en parle sur la scène internationale depuis 2002, avec un rapport américain, City NBAC, qui a lancé l'idée sur la scène internationale, mais en Europe, on a d'abord été très très réticents. On s'est dit, un rapport européen s'est dit, c'était en 2004, s'est dit, oulala, c'est très dangereux ce qui se fait aux États-Unis. On peut chercher à augmenter, améliorer la connaissance, mais on ne peut pas augmenter l'homme. L'homme, on doit le soigner. On peut le soigner, mais on ne peut pas l'augmenter. Vous voyez, homme augmenté, c'est autre chose que l'homme que l'on soigne. C'est bien utiliser la technique non plus pour modifier l'environnement, mais c'est utiliser la technique pour modifier le corps humain. Et là, ce rapport européen de 2004 dit non, on n'a pas le droit de le faire. Et puis, en 2006 et en 2009, eh bien, de nouveaux rapports européens se disent finalement le transhumanisme, c'est peut-être pas ce qu'on pense. Finalement, le transhumanisme est en train de se développer aux États-Unis, en Chine, et nous sommes en train de manquer la course. Finalement, il faut qu'on réfléchisse sérieusement au transhumanisme. En 2009, il y a ce rapport européen, Human Enhancement, sur l'homme amélioré, l'homme augmenté, on peut traduire de deux façons. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en Europe, nous en parlons. Vous voyez, il y a eu une décision. On n'en parle pas parce qu'il y a quelques personnes qui, à titre privé, se sont dit « Tiens, si on utilisait la technologie de telle ou telle façon », non, il y a une décision communautaire, en quelque sorte politique, clairement politique, qui consiste à dire il faut au moins qu'il y ait un débat. Il faut au moins qu'il y ait un débat. Alors, pour justement qu'il y ait ce débat, il faut que nous éclairions cette notion d'homme augmenté. Et il faut comprendre que quand on parle d'augmenter, on parle de trois choses. Il y a trois aspects. Ce seront les trois parties de notre propos. Il y a trois types d'augmentation. Il y a trois manières de voir l'augmentation, ou si vous préférez, l'amélioration. Ici, les mots sont quasiment équivalents. La première amélioration, c'est l'augmentation des capacités. Les capacités de l'homme. Premier type d'augmentation, d'amélioration. Le deuxième type d'augmentation, d'amélioration, c'est l'amélioration de la nature humaine. Deuxième type. Et puis un troisième type d'amélioration, c'est l'amélioration du ressenti. Voilà, ce seront les trois points que nous allons évoquer ce soir ensemble pour comprendre en quoi il y a sur chacun de ces trois points, ces trois aspects de l'homme augmenté, eh bien une tentation. Il y a une tentation. Alors commençons par peut-être le commencement, c'est-à-dire eh bien, cette augmentation des capacités. Évidemment, la première chose à dire, c'est qu'il s'agit de toutes les capacités humaines. D'abord des capacités physiques, des capacités psychologiques, des capacités intellectuelles. Toutes les capacités sont envisagées en vue de leur augmentation. Alors, pourquoi ? La première chose, c'est que le transhumanisme, eh bien, c'est un humanisme. C'est dans le mot, peut-être transformé, mais il n'en demeure pas moins un humanisme. Or, on se souvient sans doute, par exemple, de Rousseau, un humanisme des Lumières, qui distingue l'homme du reste de la nature en disant qu'il est indéfiniment perfectible. En quoi l'homme serait-il différent d'un animal quelconque, de celui qui lui ressemble peut-être le plus, des grands singes, des palmidés ?
Eh bien, dans le fait que l'homme est indéfiniment perfectible. Et concrètement, eh bien, les humanistes du XVIIIe siècle envisagent le perfectionnement de chacune des capacités de l'homme. Alors, ils ne sont pas encore transhumanistes parce que quand ils envisagent ce perfectionnement, ils envisagent comme moyen principal l'éducation. On peut augmenter la mémoire, eh bien, il va falloir apprendre, il va falloir être éduqué. Le transhumanisme garde la même finalité, augmenter la mémoire, par exemple, les capacités, mais on a bien vu qu'apprendre, ce n'est pas nécessairement bénéfique, etc. Et alors, eh bien, on se dit, peut-être, on pourrait trouver des moyens plus efficaces aussi. En tout cas, avec la technique, on a sans doute des moyens beaucoup plus efficaces pour arriver au même objectif. Donc vous voyez, le transhumanisme a l'objectif de l'humanisme, c'est-à-dire de perfectionner l'homme, de perfectionner les capacités de l'homme, mais avec nos moyens actuels qui sont redoutablement efficaces. J'allais dire, jusque-là, comment ne pas être d'accord? Enfin, La deuxième chose caractéristique du transhumanisme par rapport à cette augmentation des capacités, la deuxième chose qui, elle, nous surprend, qui est un peu plus particulière, c'est qu'on envisage l'homme dans sa capacité à vivre sans avoir à subir une mort naturelle. Augmenter la capacité de vivre. Ou bien sûr, il n'est pas question de rendre l'homme immortel. Aucun transhumaniste, comme parfois les médias le disent, aucun transhumaniste ne veut rendre l'homme immortel. L'homme demeurera mortel, simplement, grâce à nos techniques, il n'aurait plus à mourir de mort naturelle, bref, de mort involontaire. C'est ce qu'on appelle l'amoralité. Voilà, je crois, une caractéristique remarquable du transhumanisme. Vouloir rendre l'homme amortel. Non pas immortel, mais amortel. Ça veut dire, par exemple, lutter contre le vieillissement. Il y a une entreprise de Google que vous financez, comme moi d'ailleurs, quand vous utilisez, si vous utilisez le moteur de recherche Google, qui s'appelle Callisto et qui travaille à cela, par exemple. La question, c'est de se dire comment prendre ces choses. Qu'est-ce qu'il faut en penser? La première idée qui nous vient, c'est que si on fait encore référence au philosophe des Lumières, je pense par exemple à Condorcet. Condorcet, dans son tableau historique des progrès de l'esprit humain, 1793, eh bien, Condorcet se dit, si l'homme est réellement perfectionné, ben, il serait souhaitable, autant que possible, qu'il devienne immortel. C'était pas une idée étrangère à l'humanisme, d'autant plus que, en fait, les pères fondateurs de notre modernité, je veux dire Descartes, je veux dire Francis Bacon. Francis Bacon, au XVIIe siècle, eh bien, on a fait cette idée, on la trouve chez Descartes, dans le discours de la méthode, après avoir dit qu'il fallait que l'homme soit comme maître et possesseur de la nature, c'était l'objectif de la science. Donc voilà, pas Descartes, en quelque sorte, illustrant les promesses, en quelque sorte, de la science, en disant qu'elle pourrait nous libérer d'un ensemble d'infirmités, tant du corps que de l'esprit, mais aussi du vieillissement. Le transhumaniste, c'est celui qui pense que le vieillissement est une pathologie. On a une question. Parce qu'il conduit à la mort. Quelqu'un comme Francis Bacon a exactement la même idée. Il pense que l'objectif de la science sera de retarder le vieillissement, même de permettre le rajeunissement. Bref, Bacon, pour faire très vite, estime que le rôle de la science, c'est d'éliminer en quelque sorte les conséquences du péché originel du côté du corps, à la grâce de se charger de l'âme.
Vous voyez, autrement dit, ce transhumanisme qui nous surprend tant par, en fait, les prodiges de nos sciences. Ce transhumanisme qui nous étonne tant ne fait que réaliser des désirs qui habitent le cœur de l'homme moderne. De l'homme moderne seulement? Oh non, parce que si on regarde maintenant les Grecs, par exemple, pour en rester à l'Occident, si on regarde les Grecs, si on regarde quelqu'un comme Platon, Platon estime qu'il faut que l'homme change de corps, c'est ce qu'on appelle la métempsychose, jusqu'à ce qu'il trouve un corps incorruptible. Augustin qui voit dans Platon l'intuition, Platon le païen bien sûr, l'intuition de la résurrection des corps, chez Platon. Mais si on pense à un autre grec, un autre grand grec, il y en a deux, c'est Platon et Aristote, eh bien Aristote dit la même chose, il faut que l'homme, dans la mesure du possible, s'immortalise. Vous voyez ce désir qui habite le cœur de l'homme et que vient nous rappeler le transhumanisme. Ce n'est pas une idée nouvelle. Mais il y a ce désir chez les Grecs, et puis alors, si vous me permettez de faire en quelque sorte la synthèse en évoquant eh bien, les médiévaux. Parce que finalement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Or, le mot transhumanisme, il n'a pas été inventé par les Américains. Le mot transhumanisme, il a été inventé par un Italien au XIVe siècle. Un Italien de génie, puisque lui tout seul, il invente une langue. Il s'agit de Dante. Il s'agit de Dante dans la Divine Comédie qui, décrivant l'homme arrivant au paradis, crée ce mot, il est transhumanisé. Il est alors transhumanisé. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il s'agit bien sûr de répondre à cette aspiration. L'homme doit vivre, l'homme aspire à vivre, mais à vivre dans une condition différente, avec des capacités, pour le dire avec les mots d'aujourd'hui, augmentées. Ah, vous me direz, attention, ne confondons pas tout, il s'agit de bien distinguer en même temps. Je suis en train de dire qu'il y a un même désir qui habite le cœur de l'homme, mais les réponses ne sont pas les mêmes. Car si au Moyen-Âge il s'agit de la grâce, si avec les Lumières il s'agit d'éducation, avec nos transhumanistes, eh bien, il s'agit de la technique et ça change tout. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cette idée d'un homme augmenté, cette aspiration à être un homme augmenté, notamment en vivant longtemps, toujours, avec une vie, améliorée en quelque sorte, eh bien, c'est un désir qui habite le cœur de l'homme. C'est un désir qui habite profondément le cœur de l'homme et je crois que c'est la première raison forte de cette tentation de l'homme augmenté. Vous voyez, ce n'est pas les transhumanistes qui ont inventé ce désir, c'est ça que je veux vous dire ce soir. Ils ont proposé une réponse. Mais il y a ce désir, et il y a tout prendre d'ailleurs, entre ceux qui me disent consomme, et puis je m'occuperai de tes derniers jours, petite piqûre, et les transhumanistes de l'autre, eh bien je préfère les transhumanistes qui me disent non, l'homme est fait pour vivre, il a un désir de vivre. Et pas simplement de vivre, de moins en moins bien, mais au contraire, de vivre de mieux en mieux. Il y a une aspiration dans le cœur de l'homme. C'est ça la première chose. Et ceux qui disent ça, ce ne sont pas des chrétiens, en l'occurrence. Ce ne sont pas des religieux non plus. Donc c'est le deuxième point, la mortalité. Et puis, il y a un troisième point par rapport à l'amélioration des capacités, c'est l'amélioration des performances. L'amélioration des performances. Il s'agit de rendre l'homme plus performant, et face à cette thèse, on entend souvent beaucoup d'opposition. Beaucoup s'opposent en disant mais non, l'homme, ce qui le caractérise. Vous voyez, je rentre complètement dans le raisonnement transhumaniste, au risque de vous choquer. Hein. L'homme, c'est un être de relation. Ce qui compte, c'est la relation. Mais c'est pas la performance, parce que la performance, elle crée des inégalités.
Donc on ne peut pas l'accepter. Alors, j'aimerais réfléchir avec vous un instant sur cette idée de performance. Augmenter la performance. Je voudrais prendre un exemple avec un objet, un artefact le plus rudimentaire qui soit, et l'objet, l'artefact le plus rudimentaire qui soit, c'est un biface. L'ancêtre du couteau. Ou si vous préférez un couteau, ça reste encore assez rudimentaire comme artefact. Et j'aimerais réfléchir sur l'idée d'un couteau ou d'un biface performant. Qu'est-ce que ça veut dire un biface performant? Ça veut dire un biface qui tranche la viande, par exemple. Un couteau qui coupe bien. Et si j'ai un couteau performant, un couteau qui coupe bien, spontanément, il n'y a pas de discussion. Je dis c'est un bon couteau. Homo habilis devait dire c'est un bon biface. Enfin, il ne disait pas grand-chose, habilis. Mais il le considérait comme un bon biface. Vous voyez, cette idée de performance qui parfois peut nous choquer. En même temps, cette idée de performance, elle nous est chère parce que si on veut parler de la qualité d'une chose, si vous permettez le mot de sa bonté, bon, abstrait, de manière non pas subjective mais objective, qu'est-ce qui fait qu'une chose est bonne? C'est qu'elle est performante. Alors après, on peut s'interroger évidemment sur le type de performance. Évidemment, la performance du couteau n'est pas la performance de la fourchette. Donc, vous voyez, derrière cette idée de performance, la question qui se pose, c'est de savoir de quoi on parle. Mais si on parle d'un homme augmenté au sens d'un homme plus performant, ça veut dire d'un homme rendu bon, tout simplement. Si vous suivez bien mon raisonnement, c'est un homme rendu bon. On pourrait dire avec un autre terme, un homme accompli, un homme dont la vie est réussie. Et alors, vu comme ça, la performance, elle est moins problématique. Évidemment, tout le problème est d'identifier le type de performance. Mais ça, les transhumanistes laissent à chacun le choix de discerner. Et la question pour discerner, c'est de savoir qui est celui qui doit être performant. Qui est l'homme. Et donc vous voyez, je crois que dans ce premier versant, ce premier aspect de l'homme augmenté, quand on envisage l'augmentation par rapport aux capacités, eh bien on comprend qu'il y a quelque chose qui est tentant. Et plus que tentant, qui semble être nécessaire, qui semble correspondre à une aspiration. Qui n'a pas envie de réussir sa vie? Qui n'a pas envie de vivre? Le problème, c'est la conception qu'on peut avoir de l'homme. Et j'en reviens alors à mon deuxième point, l'amélioration de la nature de l'homme. Quelle est la vision de l'homme qui se cache derrière l'homme augmenté, en quelque sorte? Alors, on va envisager ce point sous deux aspects. Sous l'aspect du corps, parce que l'homme c'est un corps, et on va dire sous l'aspect de l'esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, même les transhumanistes le disent. Alors on en parle de deux aspects. Mais d'abord l'aspect du corps. Est-ce qu'il faut améliorer la nature humaine? Est-ce qu'il faut toucher la nature humaine? Bien, la première raison, on aurait du temps, on serait en cours, je vous interrogerai. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Très curieux même. Mais finalement, il faut quand même se rappeler la définition du transhumanisme. Elle fait toute chose au moyen des sciences et des techniques. Autrement dit, la vision de l'homme, la position du transhumanisme, quand il dit qu'il faut augmenter la nature humaine, c'est une position qui vient de la science, c'est une conséquence directe de nos sciences. Ce n'est pas une position d'une croyance particulière qui appartiendrait à la sphère privée, c'est une conséquence, au moins possible, de nos connaissances
qui appartiennent à la sphère publique. Alors, quelle collision de c'est très simple en fait. Ne faisons pas plus de mystère. L'homme est inscrit dans une histoire évolutive. L'homme est le fruit de l'évolution. Et c'est un fait. L'évolution est un fait certain. L'évolution que l'on définit en biologie comme la modification anatomique corrélée à une plus grande adaptation au milieu de vie, c'est un fait certain, je ne peux pas tout développer, mais qui s'appuie sur le constat des ressemblances que nous partageons avec d'autres animaux. Et comme on ne peut pas expliquer les ressemblances autrement que par un parent commun, un peu comme les ressemblances dans nos fratries, qui s'expliquent très bien par le fait qu'on a les mêmes parents, eh bien si on trouve entre des individus appartenant à des espèces différentes, par exemple les hommes et puis les grands singes, bonobo par exemple, si on trouve des similitudes, eh bien ça veut dire qu'il y a eu un ancêtre commun et la science ne sait pas répondre autrement. Je dirais d'abord, c'est pas au grand public de décider de la question, c'est une question scientifique et aujourd'hui la science n'a pas d'autre réponse que celle-ci. J'allais dire, s'il y a des discussions en science, elles sont plutôt sur les mécanismes que sur le fait. Et par conséquent, eh bien, puisqu'il y a des similitudes entre l'homme et les autres vivants, il est sûr, sur le plan scientifique, que l'homme est inscrit dans une histoire évolutive. Et nous en avons la preuve, avec des fossiles, des hominidés, dont le plus ancien spécimen est Aurorine, 7 millions d'années. Toumaï, 7 millions d'années. Aurorine, c'est 6 millions d'années. En passant par les australopithèques, Ergaster et Arctus, enfin vous connaissez cette histoire évolutive, l'homme a évolué. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que nous sommes déjà, du point de vue de la science, des hommes augmentés. Parce que, comment dire, du point de vue de la science, homme, c'est pas nous. Nous sommes une espèce d'homme. Mais Néandertalis, Ergaster, Erectus, voilà d'autres espèces d'hommes. On distingue les espèces par rapport à la barrière reproductive. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails techniques, mais en tant que tel, ça n'appartient pas à la même espèce. Ergaster, par exemple, n'est pas notre espèce. Si Ergaster vivait aujourd'hui, il ne pourrait pas y avoir avec nous de descendance. Mais il ne vit pas. Mais dans l'histoire naturelle, il a existé d'autres hommes. Alors vous me direz, mais comment sait-on qu'il s'agissait d'hommes alors qu'ils ne sont pas de la même espèce? C'est très simple, il faut savoir ce que veut dire le mot homme en science. Mais vous le savez, le mot homme signifie une bipédie, c'est-à-dire un mode de locomotion, une bipédie exclusive. Exclusive. Je ne rentre pas dans... Je ne fais aucun développement. Une bipédie exclusive. Eh bien, il y a eu d'autres individus qui n'étaient pas des sapiens et qui, eh bien, avaient un volume crânien bien inférieur au nôtre. Nous, c'est à peu près à 1250, 1400. Il y a des homos comme Homo habilis, c'est 500 cm3 le volume crânien. Vous voyez, du point de vue de la biologie, nous sommes des hommes augmentés. Augmentés physiquement, par notre volume crânien, dans nos capacités de mémoire par exemple. Pour quelqu'un comme Darwin, qui est le premier vraiment à parler sérieusement de cela, eh bien, l'homme se distingue de l'animal par le comportement éthique, par le sens du devoir. Voilà, ce qui distingue l'homme des animaux, c'est le sens du devoir. Et pour autant, Darwin estime qu'il n'y a pas de différence radicale entre les animaux et l'homme. Il a le sens du devoir grâce à une augmentation de ses facultés. Vous voyez, nous sommes, du point de vue de la science, des hommes augmentés. Alors, la suite, elle est simple, c'est que l'évolution, elle ne s'arrête pas avec Sapiens du point de vue de la science, du point de vue de la biologie. Il n'y a pas de raison, sur le plan naturel, sur le plan des sciences, il n'y a aucune raison que l'évolution s'arrête à Sapiens. Elle doit continuer. Et alors, il y a deux façons pour que l'évolution continue. Soit elle continue selon son mode, en quelque sorte, c'est-à-dire celui du hasard et de la nécessité, c'est-à-dire du hasard aveugle. On
peut apporter des nuances, bien sûr, hein. Je donne la version la plus simple. Soit, eh bien, l'homme prend en quelque sorte la responsabilité de sa propre évolution. C'est ce que comprend la première fois Max More. Il lisait Nietzsche, ainsi par Zarathustra. Et Nietzsche disait grosso modo, que l'homme est inscrit dans une histoire évolutive, que l'homme est fait pour se dépasser en quelque sorte, et pour être dépassé, et Nietzsche posait la question: qu'as-tu fait pour le dépasser? C'est là où il parle du surhomme, du surhumain. Vous voyez, entre transhumain, surhumain, il y a des liens. Voilà, c'est vraiment l'idée que l'évolution continue, mais elle ne continue pas sans nous. Elle continue avec nous qui prenons une certaine responsabilité de l'évolution. T'entends quand même. Évidemment, vous pourriez me dire, mais oui, mais nous pensons que, en fait, nous ne voulons pas de l'évolution. Oui, mais ça, c'est votre croyance privée. C'est votre croyance privée, peut-être. Très bien. On est heureux de vous entendre. On vous laisse libre de penser ce que vous voulez penser. Mais je ne sais pas si vous sentez, que la teneur du propos n'est pas du tout de même nature. Dans un cas, on a affaire à quelque chose qui appartient à l'espace public. Dans l'autre, à quelque chose qui ne peut appartenir qu'à l'espace privé. Et donc l'homme est le fruit d'une évolution, il est un homme augmenté, et alors nous pourrions, il est très souhaitable, voilà ce que disent les transhumanistes, que nous l'augmentions, que nous améliorons la nature. Alors, je voudrais passer à mon... Il y aura des questions, je vais vous laisser réagir, bien sûr, à mon deuxième point par rapport à l'esprit. Parce que finalement, l'homme, il se distingue par son cerveau quand même. Et le cerveau, c'est, du point de vue de la science, en quelque sorte, l'instrument grâce auquel l'esprit peut fonctionner. L'esprit, c'est pas matériel. Attendez, dans une théorie de l'esprit aujourd'hui, en science ou en philosophie de l'esprit, c'est pas ce que disent les religions. Voyez-vous, l'esprit, c'est quelque chose peut-être que je ne vois pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que décrivent les religions. Finalement, qu'est-ce que la pensée? Finalement, qu'est-ce que notre cerveau? Il ne faut pas interroger votre voisin. Si on se pose la question, il faut interroger là encore les sciences. Cette fois-ci, les neurosciences. La psychologie cognitive. Or, vous savez ou vous ne savez pas, mais en psychologie cognitive, c'est-à-dire la psychologie qui s'occupe de la connaissance, ou en neurosciences, il y a un paradigme, il y a un modèle, il y a une clé d'interprétation, si vous voulez, qui est le paradigme informatique. Le cerveau, c'est un ordinateur fait de viande, comme dirait Laurent Alexandre. C'est un ordinateur fait de viande. Pourquoi? Comment sait-on? Parce qu'on pense que penser, justement, c'est calculer. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle on parle d'intelligence artificielle. Alors, ce qu'il va nous falloir faire, et c'est peut-être le moment le plus difficile de cette soirée, mais vous allez voir, on va compenser par une petite vidéo. Et c'est pas évident de dire ce que veut dire calculer. Vous voyez, quelque chose, on pourrait se dire, ça les mathématiciens doivent savoir, ils savent faire. Maintenant, qu'est-ce que calculer? Comment définir calculer? Penser, c'est calculer. Mais qu'est-ce que calculer? En fait, quand on définit le calcul, je vais être abstrait, je suis désolé, mais vous allez voir, ça va se concrétiser. Eh bien, on renvoie à ce qu'on appelle la machine de Turing. Alan Turing, un pionnier de l'informatique, en 1936, c'est-à-dire bien avant l'invention de l'ordinateur, le premier ordinateur, c'est quand même 1945. 1936, eh bien, conçoit une machine, on l'appelle donc la machine de Turing. C'est une sorte, vous allez voir, on va l'illustrer, c'est une sorte de ruban avec des cases, et dans ces cases, il y a des 0 et des 1. Et puis, il y a une sorte de tête de lecture
qui peut avancer d'une case ou reculer d'une case, et à chaque fois, en fonction d'une table d'état, d'algorithme, eh bien, elle peut, cette tête de lecture, réécrire un 0 ou un 1 dans la case. Et on estime que penser, c'est ça. Calculer, c'est ça. Le calcul, c'est ce que fait la machine de Turing. Alors, comme c'est comme un petit peu abstrait, eh bien, j'ai choisi de vous l'illustrer. Vous allez voir, par un petit documentaire très très bien fait. Et vous voyez, je suis à la pointe de la technologie et j'espère que ça va fonctionner. Il ne s'ouvre que s'il voit mon visage, mais là, il ne me reconnaît plus. J'espère que ça va marcher. C'est terrible. Ça marche. Miracle. Prodige. Alors. Je peux mettre le son plus fort peut-être? Là, ça marchait très bien. C'est bizarre que ça ne fonctionne pas. Je le sens sur la tablette. En bas à gauche. Mais si le micro. Donc on voit comme ça une notion intuitive de calcul. Vous entendez? Une machine de Turing, donc inventée par Alan Turing, est un modèle abstrait. Ce n'est pas une machine concrète, ce n'est pas un objet physique. C'est un modèle abstrait qui a permis de définir qu'est-ce qu'un calcul. Donc calcul, c'est un mot qui donne calcul, ce qui veut dire petit caillou. Donc là, la question était, qu'est-ce qu'on peut calculer? Donc on peut imaginer faire des additions avec des cailloux, comme quand on était enfant, on rajoute des cailloux ensemble. On peut imaginer faire une soustraction avec des cailloux. Une multiplication, on peut imaginer faire une multiplication à partir d'addition. Donc on voit comme ça une notion intuitive de calcul qui est quelque chose qu'on pourrait calculer à partir de petits cailloux. Et donc l'idée de génie d'Alan Turing a été de décrire un modèle très très simple, minimaliste, j'ai envie de dire, qui permet de faire des calculs et donc de mettre de façon plus formelle, de définir d'un point de vue mathématique qu'est-ce qu'un calcul. Donc cette machine, donc là, elle est minimaliste et elle est constituée un peu comme une machine à écrire sans touche, donc d'un ruban sur lequel on peut écrire, découpé en cases, sur lequel on peut écrire des symboles dans chaque case, d'une table de lecture qui permet de lire une case d'un ruban, donc quel est le symbole écrit, d'écrire dans une case, et d'une table d'état interne qui permet de décider ce que la machine doit faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a lu un caractère dans une case, elle doit prendre la décision quel est le prochain caractère que je vais écrire, et est-ce que j'avance mon ruban d'une case vers la gauche ou d'une case vers la droite. Donc c'est cette table d'état, cette table d'instruction interne, un peu comme machine de Jacquard, un automate, qui définit ce que fait la machine de Turing en fonction des entrées qu'on lui donne. Et donc elle permet d'écrire sur un ruban, donc elle permet d'écrire le résultat, puisque ce sera les sorties de la machine de Turing. La machine de Turing, on peut aussi la qualifier d'universelle, dans le sens où étant donné qu'elle lit ses entrées sur son ruban, donc les entrées du problème, rien n'empêche à ce que l'entrée qu'on lui fait lire soit un programme, soit le programme qu'elle doit exécuter, puis après le programme on met les données. Donc ce que fait la machine, elle va lire le programme,
et puis après, elle va exécuter le programme qu'elle vient de lire sur les données d'après. Donc en ce sens, elle est universelle, puisqu'on peut coder toute fonction calculable, on peut la coder sur son ruban et la faire exécuter par la machine de Turing. En études d'informatique, on fait souvent les machines de Turing comme modèle pour le calcul, pour raisonner dessus, par exemple. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est prendre le mot machine de Turing et vraiment réaliser une machine qui peut calculer exactement tout ce qu'un ordinateur peut calculer, mais sans aucun secret. Ça veut dire sans électricité, sans électronique, sans composants intelligents, pour voir quelle est la distance entre le modèle et le monde réel. Le défi a été de faire une machine de Turing en Lego entièrement mécanique. Cette machine de Turing en Lego, c'est comme un ordinateur, ça calcule. Pour calculer, il faut des entrées, des 0 et des 1. 0 quand c'est à gauche et 1 quand c'est à droite. Cette information va être lue par cette tête de lecture et envoyée avec de l'air au programme. Ce programme va décoder les entrées, calculer grâce à la rotation des axes et renvoyer des instructions au chargé. Ces instructions qui sont l'écriture et le déplacement nous donnent le résultat. Ce programme donne donc l'inverse du nombre. Au début, nous avions 0, 1, 0. Nous obtenons en sortie 1, 0, 1. Nous avons donc obtenu l'inverse du chiffre. Au sein de l'école normale supérieure de Lyon, dans le cadre du master d'informatique fondamentale, les étudiants sont amenés à réaliser des projets. Donc un projet se concrétise par une réalisation concrète. Et cette année, puisque c'est le 100e anniversaire de la naissance d'Alan Turing, il a été décidé de concert de réaliser une machine de Turing. Réaliser une machine de Turing est paradoxal, c'est aussi une part de rêve, puisque c'est un petit peu la concrétisation de tout informaticien qui est je calcule sur les machines de Turing, je fais mes modèles sur les machines de Turing, et là je peux la toucher du doigt, j'ai une vraie machine qui va effectuer un vrai calcul à partir de vraies données physiques qu'on va donner en entrée sur le ruban. Quand on a proposé de construire cette machine, c'était aussi pour nous l'occasion de rendre hommage à Alan Turing, qui en fait en 1936 il avait déjà pensé à une machine qui avait la capacité à calculer comme un ordinateur. Et c'est une occasion de rendre hommage en construisant sa machine à ce père fondateur de l'informatique. Toutes les recherches autour de la complexité, pour les grandes questions actuelles en informatique théorique, sont basées sur ce modèle de Turing. Donc il a défini un modèle de calcul, qu'est-ce qu'un calcul, et il a défini de fait qu'est-ce qu'un algorithme, puisque c'est quelque chose qui s'exécute sur la machine de Turing, et à partir de là, l'informatique ne sera pas telle qu'elle est à l'heure actuelle sans ce modèle de machine de Turing. Voilà. Alors là, il y a vraiment quelque chose d'assez prodigieux, parce que non seulement c'est l'origine de l'informatique, bien sûr, mais c'est surtout, je crois, la clé conceptuelle du transhumanisme. Pourquoi ? Parce que cette machine de Turing qui a comme capacité de calculer, c'est-à-dire de penser, cette machine de Turing, vous voyez, elle peut être faite avec des circuits imprimés, elle peut être faite avec des Legos. Johnson, un philosophe américain, dit on peut la faire avec des chats, des souris et des gruyères. Simplement, il faut beaucoup de chats, beaucoup de souris, beaucoup de gruyères. On peut la faire d'ailleurs, je ne vais pas développer ce point, mais avec l'humanité tout entière. En fait, la machine de Turing peut être réalisée sur n'importe quel support. Elle est indifférente au support. Et c'est ça l'idée transhumaniste. C'est ça l'idée transhumaniste, j'allais dire, poussée à son extrême, et qui, présentée comme ça, paraît complètement délirante. C'est-à-dire le fait qu'on pourrait un jour télécharger la conscience sur un support numérique. Ça paraît délirant, et en même temps, ce sont des hommes de science qui disent ça sans sourciller. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que penser, c'est calculer. Et que le calcul, c'est quelque chose d'abstrait qui peut se réaliser sur n'importe quel support. Comme on vient de le voir avec la machine de Turing, ici, qui est réalisée sur des Legos.
Et oui, on parle d'ailleurs d'ordinateurs quantiques, etc. On peut faire un ordinateur sur quasiment n'importe quel support. Et donc, on peut tout à fait imaginer changer de corps. C'est la grande idée de Kurzweil, qu'on remplace partie après partie tous les organes humains par des produits nano manufacturés. Si je puis dire. En tout cas, mon esprit est indépendant de mon corps. Alors, mon esprit, parce que, et ça, Kurzweil l'explique bien, il dit, mais quand je pense, je dis que c'est à cause de mon esprit. Si par contre, eh bien, par conséquent, penser c'est calculer, eh bien, ce qui calcule, c'est l'esprit, et pour Kurzweil, eh bien, la machine peut avoir un esprit. Et en tout cas, je pourrais le dire le jour où eh bien, l'intelligence artificielle aura dépassé la capacité humaine, et je crois que ce jour est peut-être quasiment arrivé, puisque vous avez entendu, c'était peut-être pas le week-end dernier, mais celui d'avant, où on a avec Google cet algorithme qui, c'est un assistant, il prend des rendez-vous téléphoniques, c'est une voix, qui prend des rendez-vous, alors vous avez peut-être vu, on voit bien ça sur Internet, prend donc un rendez-vous, par exemple, chez un restaurateur et chez un coiffeur. Et le restaurateur et le coiffeur ne se sont pas rendus compte que ce qui était de l'autre côté du téléphone, au bout du fil, c'était pas une personne humaine qui parlait, mais un algorithme. Or, ce qu'on appelle le test de Turing, c'est exactement ça. Hein. On pourra dire que la machine pense comme un ordinateur, je vais très vite, le jour où on peut plus distinguer, en quelque sorte, si on a affaire à une machine ou à un ordinateur. Et par conséquent, il faut attribuer un esprit à une machine. Turing nous dit, eh bien, vous voyez, comment je sais que vous avez un esprit, c'est très simple, je vous parle, vous me parlez, on se comprend, je pense que c'est à cause de mon esprit que je vous comprends, eh bien, si vous me comprenez, c'est à cause de votre esprit. Bon, maintenant, si on fait avec une machine, on se comprend, on se parle, donc elle a un esprit. Et donc il serait tout à fait possible de télécharger notre conscience, et bien sur une surface numérique, sur un autre support, de modifier le corps. Je crois qu'on a vraiment là un argument très fort en faveur du transhumanisme, de l'homme augmenté, voyez, en raison de la manière dont on conçoit ce que veut dire penser, avoir conscience. Bref, être un homme. Mais on pourrait se dire, tout ceci est très spéculatif, très savant, mais ça nous semble très immoral. Ça nous semble très immoral parce que, on l'a dit tout à l'heure, ça ne va que créer des inégalités, des injustices, parce que, avec toute cette intelligence artificielle, nous sommes fliqués, suivis. C'est la vie privée qui disparaît. Est-ce que finalement, ce désir de l'homme augmenté n'est pas immoral? Et ça nous conduit, je crois, à notre dernière partie, c'est-à-dire le versant du ressenti, l'amélioration du ressenti. Et je voudrais commencer cette réflexion sur l'amélioration du ressenti. Je serai assez bref en fait, dans cette dernière partie. Eh bien, d'abord en réfléchissant un instant sur ce qu'est la morale. Je viens de dire qu'il y avait quelque chose peut-être d'immoral, je voudrais réfléchir sur ce que c'est que la morale. Très rapidement, ce que je voudrais dire, c'est que la morale, c'est ce qui, finalement, nous permet de dire on y va ou on n'y va pas, il ne faut pas le faire. C'est ce qui nous permet de nous interdire, en quelque sorte, certaines choses, et au contraire, de nous autoriser certaines autres choses. Il y a plusieurs façons de voir la morale. Il y a une morale, comment dire, des vertus. C'est la morale des Grecs. Je prends un exemple. Vous voyez, le gendarme Beltrame, c'est ça. On a tous admiré son courage. Pas beaucoup de personnes ont fait remarquer que s'il avait pu faire ce geste de sacrifice, c'est parce qu'en fait, il s'y était préparé. Personnellement, je me dis, quelquefois, dans le métro, une femme se ferait violer à côté de moi, je ne sais pas comment je réagirais, je ne suis pas sûr que je serais courageux. C'est pas que je ne le veux pas, mais une chose est de dire « Ah, c'est beau le sacrifice !» et autre chose est de disposer à le faire. Eh bien, les Grecs pensaient que bien agir, c'est être bien disposé.
On peut faire, on est autorisé à faire quand on est bien disposé. C'est la morale des vertus. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle suppose que l'homme n'est pas complètement réductible à la matière. Et puis, il y a une autre conception de la morale plus moderne, c'est une morale qu'on appelle déontologique, c'est-à-dire que finalement, on peut agir ou non en fonction de critères, de règles que l'on se donne, des impératifs, peu importe. Le problème, c'est que les valeurs, quelles valeurs ont-elles? Qu'est-ce qui donne de la valeur aux valeurs, si vous me permettez? Qu'est-ce qui fait que telle ou telle règle est justifiée? Souvent, c'est par ce qu'on appelle une discussion, par d'éthique de la discussion. Mais quand on est dans une éthique de la discussion, au final, je vais un peu vite parce que je voudrais vraiment avoir vos questions, eh bien, ce qui compte, c'est l'efficacité. C'est le résultat. Si bien que la morale aujourd'hui, je crois, est dominée par ce qu'on appelle la morale conséquentialiste. Et pour dire les choses très rapidement, elle stipule que on doit faire ce qui permet au maximum de personnes d'avoir le maximum de bien-être. Voilà grosso modo le consensus. Au maximum de personnes, le maximum de bien-être. Mais ce que je veux dire, c'est que cette morale conséquentialiste qui domine, eh bien, elle appelle de ses voeux l'amélioration du ressenti, justement. S'il faut faire au maximum de personnes, eh bien, s'il faut permettre au maximum de personnes le maximum de bien-être, alors il ne faut pas s'interdire d'user de nos techniques, non seulement pour supprimer les souffrances, mais aussi provoquer du bien-être. Amélioration du ressenti. Et puis je terminerai par là, je crois qu'il y a un dernier argument. C'est celui de l'OMS, 1946, pour sa constitution, la définition de la santé que vous connaissez, hein, état de complet bien-être, non seulement physique, mais aussi mental et social. État de complet bien-être physique, mental et social, et ce n'est pas simplement l'absence de maladie ou de handicap. Vous voyez, état complet de bien-être. Et donc, en vertu de cette définition de l'OMS, de la santé, eh bien, d'une certaine manière, améliorer, on pourrait presque dire, le ressenti, c'est soigner. Je crois qu'on a là un dernier argument en faveur de l'homme augmenté. Alors, ce que j'aimerais, avant de vous donner mon avis, parce que pour l'instant, je vous ai donné des arguments, eh bien, ce que j'aimerais, c'est vous entendre. C'est vous entendre réagir. Est-ce que, du coup, cet homme augmenté, et ses moyens pour l'augmenter, c'est une aubaine? Ou au contraire, est-ce que c'est un danger? Une menace? Commencez. Je suis étonné que vous n'avez à aucun moment parlé des émotions. Ça fait partie du ressenti. Voilà. C'est une gamme, le ressenti. C'est très important. Je ne sais pas si je développe chaque point. C'est extrêmement important. Je vais, pour une certaine conception de l'éthique, ce qui fonde le sens du devoir, c'est l'empathie. Et donc c'est lié à une émotion. Donc, bien sûr qu'il est question d'augmenter cette empathie et de diminuer peut-être des émotions qui seraient antipathiques, agressives. Donc les émotions sont au cœur eh bien, de la modération du ressenti. Donc, oui. Oui, dans tous ces arguments, et quand on parle d'augmenter ou quand on parle d'améliorer, il y a une présupposition en fait d'une échelle de valeur. Puisque si on parle d'améliorer, c'est qu'on va d'un moins bien et qu'on va vers un mieux. Si on parle d'augmenter, c'est qu'on va d'un moins vers un plus. Et donc, il y a présupposition, de toute façon, déjà qu'il y a une échelle qui amène en fait, à cette augmentation. Oui, je ne sais pas si c'est une échelle de valeur, justement, parce que
une fois qu'on a dit ce qu'on a dit, on peut se débattre des valeurs en fait. On peut ne pas être d'accord entre les valeurs, sur les valeurs. Cette idée d'augmentation, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est finalement l'idée d'augmenter la capacité à survivre à son environnement. Donc il y a une forme, pour un scientifique, d'objectivité, ce n'est pas une valeur subjective. C'est concrètement la capacité à, par exemple, un homme augmenté. Imaginons qu'un jour Elon Musk gagne, arrive à envoyer, je vais vous donner un exemple concret, à envoyer des hommes sur Mars, et ceux-ci à vivre sur Mars, on aura des hommes augmentés parce qu'ils seront capables de vivre dans un environnement extraterrestre. C'est exactement le concept de cyborg. Alors, quand on parle du cyborg, on a l'impression qu'on est en pleine science-fiction, et la science-fiction s'est emparée du concept de cyborg, bien sûr, il y a un lien, la science-fiction et le transhumanisme, c'est très lié. Mais le concept de cyborg, vous allez voir pourquoi je parle de ça, le concept de cyborg, c'est un concept d'abord scientifique, qui a été développé dans les années 60, dans le contexte de la conquête spatiale. Et ces scientifiques estimaient qu'on faisait fausse route, parce qu'on envoyait des hommes sur la Lune, mais en exportant notre environnement terrestre. Eux estimaient qu'il fallait inverser en quelque sorte la donne, il fallait transformer le corps, et vous allez voir pourquoi je prends cet exemple pour bien répondre à votre question, il fallait transformer le corps pour que le corps des astronautes soit capable de vivre dans un environnement extraterrestre. Ça s'appelle un organisme cybernétique, c'est ce que veut dire le mot cyborg. Donc un organisme qui, étant modifié, est capable de vivre dans un environnement extraterrestre, non terrestre. Alors à ce moment-là, on peut parler d'homme augmenté, en quelque sorte, augmenté dans sa capacité à vivre dans de nouveaux milieux. Vous voyez, il peut y avoir, non pas des valeurs, mais une dimension objective. Oui, mais la recherche même, en fait, se dire il est bon de coloniser la Lune, est déjà en fait une prise de position. Non, du tout. Je vous fais le défenseur, on est bien d'accord, on comprend bien. Je crois qu'il faut, si on n'est pas d'accord avec une position, d'abord bien la comprendre. Bien comprendre les arguments. Non, c'est de se dire on n'arrivera pas à vivre toujours sur Terre. Pour une raison, pour Elon Musk, la raison c'est qu'il y a une surpopulation. Et donc on ne pourra pas vivre correctement, permettre à des populations qui augmentent de vivre comme on vit par exemple en Occident. Et il faut pour cela pouvoir aller ailleurs, par exemple sur Mars. Donc c'est pas simplement pour une valeur, c'est pour une raison évolutive en fait. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est à l'aune de ce critère d'évolution. Monsieur, s'il vous plaît, je crois que par rapport à ce que dit fort justement votre interrogateur, là, c'est que dans la présentation qui est faite du schéma que vous êtes en train de développer, en fait, on poursuit indéfiniment une suite. Et donc, c'est parce que le fait de dire que la surpopulation, quand il y aura, je ne sais pas quoi, 20 milliards de personnes sur la Terre, on enverra 10 personnes sur Mars pour lutter contre la dépopulation, la surpopulation, on voit bien que ça n'a pas de sens. Il arrive un moment où, dans le raisonnement, alors ça, on est là, il faut vraiment faire de philosophie des sciences, il arrive un moment où on ne peut pas continuer à tracer les courbes comme si tous les arbres allaient monter au ciel. Il arrive un moment où il y a une rupture. Voilà. Et c'est là où je crois que, fondamentalement, dans le débat qui est, que vous avez fort bien introduit et fort bien documenté, on voit bien que le débat sur le transhumanisme aujourd'hui n'est rien d'autre que le débat sur le progrès qu'on évoquait au XVIIIe siècle ou avant. Et même que, si on veut aller un peu plus loin, qu'il y ait également le débat sur le péché originel, l'orgueil de l'homme qui veut être autosuffisant et devenir comme un dieu. Bref, moi je n'ai pas autant préparé la chose que vous, et je ne suis pas aussi certain que vous sur ce sujet-là, mais il n'empêche que l'idée
de progrès est une idée idéologiquement extrêmement puissante qui est portée par certains milieux, et je pense que là, on a bien vu que ce qui était l'obstacle qui était en face du progrès, c'est que on ne voit pas les ruptures. De même, tout à l'heure, vous avez fort bien expliqué que, par exemple, cette thèse de l'évolution de l'homme, eh bien, c'est une thèse qui n'est pas, enfin, vous l'avez fort bien expliqué, cette thèse évolutionniste n'est pas une thèse sérieuse. Alors, je vous remercie. Attendez, monsieur, je vais répondre. Je vous remercie pour votre réaction, qui est totalement légitime. C'est difficile, si vous voulez, parce que, comment vous dire, on peut tout critiquer. Tout. Mais tout n'a pas le même droit de cité. Et ce sur quoi on s'appuie effectivement ici, c'est pas simplement l'idée de progrès, mais l'idée de progrès relue à la lumière de l'évolution, ce qui fait quand même des différences. Eh bien, ça, dans la conscience collective, après on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est pas le problème, mais c'est l'une des raisons de la tentation. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Alors quand vous parlez de rupture, vous dites quelque chose qui me paraît très très important, et ça va me permettre de m'expliquer sur un point. Grosso modo, je ne sais pas si je vous comprends très bien, mais c'est aussi de dire, bon, le progrès technique ne va pas tout le temps être exponentiel, il y a certaines promesses qu'on n'arrive pas à tenir, finalement, dans les technologies, et donc, ce qu'on pense faire, on ne pourra pas. Rupture. Alors là, je vais vous dire les choses très très simples. Justement, vous avez évoqué l'histoire des sciences, la philosophie des sciences. Ce que nous montre la philosophie des sciences, c'est que cette question-là est indécidable. Je n'ai pas le temps d'argumenter, de développer, mais savoir si techniquement ça sera possible ou pas possible, en fait, c'est absolument indécidable. Il y a dans l'histoire des sciences beaucoup de cas où on disait que c'était impossible, et puis finalement ça s'est avéré possible. C'est assez indécidable. C'est pourquoi je pense, en tant que philosophe que je suis, en général, il faut que je dise autre chose, mais en tant que philosophe, eh bien, je considère que cette question est indécidable, et donc je réfléchis en me disant, voilà, supposons que, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique? Après, que ça ne soit pas réalisable, j'allais dire, peu importe. C'est indécidable. Et alors, c'est à tel point indécidable qu'en fait, vous allez voir, il y a deux attitudes possibles face à la technique, face à la technique et à la science. Il y a l'attitude, on va dire classique, moderne, celle à laquelle nous a formé Claude Bernard. Claude Bernard, 19e siècle. Claude Bernard, qu'est-ce que le postulat de base du scientifique? C'est le doute, c'est le scepticisme. Le scepticisme face aux faits. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez de grands scientifiques spécialistes dans leur domaine et qui sont souvent très sceptiques. C'est normal. On a formé les scientifiques comme ça. En fait, c'est une question qui est indécidable, mais on peut tout à fait avoir une posture. Et dans la science, sur le modèle classique, eh bien, la posture, c'est plutôt d'emblée d'être sceptique. C'est un petit peu la démarche de Descartes, en quelque sorte, qu'on reproduit. Justement, l'une des caractéristiques de quelqu'un qui est transhumaniste, c'est-à-dire c'est à cela que vous les reconnaîtrez, si je puis dire, c'est que face aux techniques, et ça rejoint le progrès là, ils sont optimistes. Mais ils le sont a priori, par principe, presque en disant, c'est si on est optimiste que ça marchera. Alors, ne réagissez pas. Moi, il me semble qu'en tout cas, qu'en tant que philosophe, c'est une question qui est indécidable, et par conséquent, ce débat, peu importe que ce soit réalisable ou pas réalisable, c'est pas ça la question. La question derrière, elle est d'un autre ordre, elle est plus profonde. Vous voyez, je crois qu'il faut admettre, je pense, ce que nos sciences admettent. On ne peut pas de l'extérieur corriger les sciences. Si vous voulez corriger les sciences, eh bien, devenez spécialiste de ce domaine et proposez vraiment de nouveaux paradigmes. On ne peut pas changer les sciences de l'extérieur, on admet nos sciences, ce que disent nos sciences, je crois que c'est la bonne attitude, et puis alors on réfléchit avec ça.
je crois profondément qu'il faut, vous voyez, voir pour l'évolution, on va peut-être en parler après, eh bien, voilà, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller. Effectivement, il y a une réflexion philosophique à avoir sur les sciences. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas pour les rejeter. On n'a pas la compétence. D'abord, ce n'est pas un scientifique non plus qui a la compétence. La seule autorité en science, c'est la communauté scientifique. Ainsi se fait la science. Il faut être réaliste, vous avez parlé d'un réalisme au début. Je crois qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. La science, elle se réforme d'elle-même. Pas par des individualités, mais communautairement. Et nous, on doit travailler avec ça. On doit discerner avec tout ça. Et je comprends que quelquefois, ça puisse être difficile. Ça, je conçois bien. Oui. Il y a un moment où j'ai pas senti votre évolution. Vous avez parlé de l'esprit pendant longtemps. Oui. Puis tout d'un coup, vous avez utilisé le mot conscience. Ah oui. Ah oui. Et de là, vous êtes passé sur la morale. Et vous n'avez pas traité la question, est-ce que la morale, elle est programmable? Parce que vous en avez dit, vous avez dit, il y en a 3 types. Ok, très bien, ok. Et alors, s'il y en a 3, c'est programmable ou c'est pas programmable ça? Je vous remercie. C'est une très bonne question. Alors, on est bien d'accord, moi je suis philosophe. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? C'est quelqu'un qui ne prend pas parti. Attention, vous n'avez pas. Attendez, ne réagissez pas. C'est quelqu'un qui juge. On ne peut pas être juge et parti. C'est pas quelqu'un qui est sceptique, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'avis, mais c'est quelqu'un qui n'est pas militant. Donc n'attendez pas ça de moi. Hein, je ne serai pas un partisan. Ici, je ne suis pas en train de vous défendre le transhumanisme. Je suis en train de vous exposer, donc je peux, la mentalité en quelque sorte, qui conduit à cette adhésion. Donc, ça c'est le premier point, mais j'ai oublié votre question. La question c'est... Oui, voilà, je l'ai retrouvé. Quand on passe de l'esprit à la conscience. Voilà. Alors, du coup, je continue. Je continue dans cette veine. Je voudrais regarder les choses comme... allez, je vais faire référence très précise à La filiation de l'homme, c'est un ouvrage de 1871 de Darwin, fondateur. Il propose ce qu'on appelle une généalogie de la morale. Je crois que c'est la première. Pardon, une généalogie matérialiste de la morale. Parce que souvent on disait, c'était Kant qui disait, pour avoir un agir moral, il faut croire en Dieu. Et donc on disait, si on est évolutionniste, si on pense que l'homme est simplement le fruit de l'évolution, alors il ne peut plus y avoir de morale. Ça sera l'immoralité. Ça a été en 1925 le procès du singe aux États-Unis. Et alors, Darwin, en fait, on avait oublié cet ouvrage de 1871, La filiation de l'homme, où Darwin fait une généalogie de la morale. Je ne vais pas trop développer, mais ce qui fonde la morale, eh bien, c'est ce qu'il appelle les instincts sociaux. Et parmi ces instincts sociaux, c'est la tendance à la sympathie, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'empathie. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que, dans cette perspective, si on change les émotions, on peut changer la morale. Ici, on est dans une morale avec Darwin du soin. On est dans une morale où il faut, faire à autrui, dit Darwin, ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Dit Darwin. On est dans une morale du soin. On prend soin du plus faible. Mais ça, c'est en raison des émotions, cette émotion d'empathie, de sympathie, c'est le mot de Darwin. Et si on modifiait les émotions, on modifierait le sens de la morale. Alors, je ne peux pas développer trop, mais ce que je pense profondément, c'est que, quelles que soient les conceptions qu'on peut prendre, la morale a toujours affaire à l'émotion. Il y a quelque chose de... C'est le matériau de la morale, mes orientations, mes désirs, mes inclinations. Et toucher aux inclinations, oui, ça a des conséquences éthiques, dans ma vision même de l'éthique. Peut-être qu'on pourrait se mettre d'accord en disant que si on change à ce point l'homme, on n'est plus dans le transhumanisme, mais dans le post-humanisme. Pour revenir sur la dimension morale, comment est-ce qu'on pourrait soumettre la démarche expérimentale
À la morale, comme nous on l'a vu plus en cours, mais l'intention, les moyens, la fin et les circonstances, parce que l'intention, on peut l'avoir et vous l'avez dit. Il y a un trait de l'Assemblée. Vous l'avez dit tout à l'heure, on peut la comprendre, on peut l'avoir. Le moyen, c'est la technique et les sciences, etc. On peut en eux-mêmes, ils semblent pas mauvais. Ouais. Mais vu qu'on la recherche, c'est la fin. La fin, on n'y a pas accès directement. Alors donc ça veut dire qu'on peut juger moral ou non qu'une fois avoir agi. Non. Non, je crois que ce qui est en jeu ici, profondément, quelle que soit la conception qu'on se fait de la morale, c'est ce qu'avait compris Socrate. Pour pouvoir prendre une décision morale, pour avoir un discernement moral, il faut se connaître soi-même. Il faut pouvoir dire qui je suis. C'est ça qui est l'enjeu, profondément. C'est d'arriver à... Et derrière, pardon, la question, elle est la suivante. C'est qui est le mieux placé pour dire qui je suis? C'est ça la question. Parce que vous voyez, on a une réponse avec la biologie, elle peut ne pas satisfaire, mais c'est celle de la biologie. Et puis en biologie, il y a quand même des interprétations variées. Mais ces interprétations, ce sont des interprétations philosophiques. On peut avoir des interprétations philosophiques diverses de l'évolution. Certaines peuvent être même spiritualistes. Qui? Le philosophe? Le scientifique? Le théologien? Qui dit? Ici, c'est ce qui est difficile, si vous voulez, c'est qu'on pourrait peut-être dire, peut-être que la vision la plus haute, moi je repense encore à Socrate, vous savez, moi ce qui m'anime, c'est Socrate. Je vous le dis simplement, vous voyez, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. C'est Socrate qui m'anime. Et Socrate, c'est extraordinaire. Finalement, il a une conception qui s'approche des transhumanistes au sens où il pense que l'homme, c'est la conscience, l'âme, et que l'homme, c'est une conscience qui a un corps. Le corps, c'est qu'un instrument, et donc l'âme pourrait changer de corps. Mais se demander qui on est pour Socrate, c'est se demander qu'est-ce que la conscience. Je ne dis pas que la réponse n'a pas de problème. Ce qu'il dit là n'est pas problématique, mais je voulais voir où je veux en venir. Et il se dit, pour pouvoir répondre à cette question, c'est indispensable, sans quoi je ne sais pas ce qui est bien pour moi. Il faut que je sache ce que je suis, qui je suis. Eh bien, en fait, il faut me comparer à ce qui me ressemble le plus. Alors pour Socrate, ce n'était pas les bonobos, ce n'était pas les paludés, les grands singes. Pour Socrate, c'est bien ce à quoi nous ressemblons le plus, Socrate le païen, c'est Dieu. Pour se connaître soi-même, dit Socrate, il faudrait connaître Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il conclut qu'il ne sait qu'une seule chose, c'est qu'il ne sait rien, parce qu'il est obligé de considérer que Dieu, il ne connaît pas. Mais vous voyez, dans la perspective de Socrate, eh bien, celui qui répondrait en quelque sorte le mieux à la question « qu'est-ce que l'homme ?», eh bien, c'est celui qui connaîtrait Dieu. Voilà, ce serait ça la position de Socrate. Donc un théologien. Mais Socrate s'en sent complètement incapable. Donc c'est le philosophe, c'est le théologien, c'est le scientifique, c'est tout le monde. Comment répond-on à cette question? En tout cas, je crois que c'était peut-être un des points auxquels je voulais arriver. L'un des points positifs de ce transhumanisme, c'est de nous obliger à nous reposer cette question. Qui sommes-nous? Vous voyez, 5 minutes, voilà, donc simplement pour conclure, qui sommes-nous? Je crois qu'il faut prendre cette question au sérieux, et je ne crois pas qu'on puisse dire, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, le transhumanisme c'est simplement un délire. Le transhumanisme c'est simplement utopique. Le transhumanisme c'est une idéologie. Ça c'est le genre de choses que un peu comme on accuse son chien de la rage pour le noyer. Le transhumanisme, c'est une recherche, je crois, sérieuse, qui correspond à une aspiration, à des aspirations profondes de l'homme,
dans un contexte social qui est celui, pour reprendre l'expression de Nietzsche, de la mort de Dieu, où les seules ressources, si on ne peut pas s'appuyer sur Dieu, eh bien c'est l'homme. Et l'homme n'est jamais aussi puissant que par sa technique, et en l'occurrence les nouvelles technologies. Je crois qu'il y a une cohérence. Vous voyez, c'est un petit peu le sauve qui peut, l'homme est à sauver. C'est un peu cette idée, l'homme est à sauver, mais il n'y a pas de sauveur. En tout cas, il n'y a pas de Dieu, pense le transhumaniste. Et par conséquent, eh bien, il faut faire tout ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Ils sont, comme on dit, proactifs. C'est-à-dire, ils ont une position qui est l'inverse du principe de précaution. C'est de se dire, finalement, il ne faut pas attendre pour toutes ces vies. Parce qu'il y aura le pire qui arrivera. Et donc, il faut faire tout ce qu'on peut. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez sérieux. Je crois que derrière, il y a évidemment des problèmes, notamment le matérialisme. Vous l'avez bien vu derrière ce que j'ai dit, un matérialisme très fort. Mais finalement, comment répondre? Est-ce que la foi suffit? Le problème de la foi, quand on discute avec des transhumanistes, je lis beaucoup, je discute aussi beaucoup. Pensera moi, le 29 septembre prochain, je vais débattre avec Didier Kernel, qui est le président de l'Association française transhumaniste. Eh bien, je ne peux pas brandir Dieu, quoi. Je ne peux pas dire, oui, mais Dieu, il va bien falloir trouver des arguments qu'ils comprennent. Et il faudra d'abord qu'ils comprennent que j'ai compris leur position, leurs arguments. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement de se faire plaisir dans notre cercle privé. On est dans un débat public et ils n'attendent qu'une chose, les transhumanistes. C'est impressionnant. C'est des arguments. Des arguments. Ils nous disent, mais arrêtez avec votre autorité, vous vous réclamez de Kant, de Seul, de je ne sais pas qui. Nous, on veut des arguments. On veut débattre avec des arguments. Pas la simple autorité. Un tel a dit que, oui, non, quel est votre argument? On va en débattre, on va peser, on va essayer d'évaluer. C'est un effort, je crois, et l'aubaine d'être né, je crois, eh bien, c'est justement d'être poussé. Vous voyez, d'être poussé dans nos retranchements. On ne peut pas se contenter d'une foi entre nous. Il faut mûrir cette foi si on l'a, et si on ne l'a pas, eh bien, il faut, réfléchir à ces questions. D'abord, qui sommes-nous? Première question. Deuxième question, et comment répond-on à cette question? Deuxième question, comment est-ce qu'on discerne? Vous voyez, on a évoqué qu'il y avait plusieurs morales possibles. Comment on discerne? Je crois que la grande maladie de notre temps, le grand malheur de notre temps, c'est qu'on ne discerne plus le plus souvent. On fait selon notre caprice, un peu spontanément, ou selon des impératifs, des procédures que l'on suit, des process que l'on suit. Mais est-ce qu'on discerne ce qui est bien et ce qui n'est pas? Je crois que c'est le deuxième point. On est poussé à discerner, je crois. Et puis, le dernier point, je terminerai là-dessus, je pense qu'il y a derrière cela, c'est un symptôme d'une maladie profonde, d'une maladie de notre volonté. Je ne sais pas comment en parler, je vais peut-être mal en parler, mais je voudrais essayer cette façon. Cette maladie, c'est une maladie de riches. Je voudrais définir, ce n'est pas une question de compte en banque. Ici, par riche, j'entends le fait d'avoir ce que je veux. Et puis même immédiatement, tout de suite. Voilà. Avoir ce que je veux tout de suite. Le pauvre, de cœur, c'est celui qui justement n'a pas tout de suite ce qu'il veut. Quelquefois n'a pas ce qu'il veut. Peut-être jamais d'ailleurs. Vous voyez, c'est ça la différence. Hein. Et je crois que le grand problème est là, c'est une attitude intérieure, et il y a même un paradoxe. Un paradoxe étonnant, c'est que le riche, tel que je viens de le définir, est en train d'être, si vous me permettez cette expression qui va peut-être vous faire réagir, est en train d'être prolétarisé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un prolétaire, c'est celui qui est dépossédé de ses savoir-faire. C'est celui qui est dépossédé de ses savoir-faire. Avec les révolutions industrielles du 19e siècle, c'était savoir-faire physique, main-d'œuvre. Désormais, c'est intellectuel. Nous voulons tout de suite, toujours mieux. Résultat des courses, eh bien, la machine pense pour nous.
Voilà, je crois que nous sommes vraiment tous invités, qui que nous soyons, à ne pas être passifs en quelque sorte, mais à réfléchir. En tout cas, à aider, à inviter, à réfléchir pas seul, ensemble. Je crois que c'est une question de civilisation. Merci beaucoup. Je crois que ce soir, vous nous avez poussé dans nos retranchements. Je pense que ceux qui attendaient une réponse, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, vous voyez que c'est un peu plus subtil que ça. Merci de nous avoir invités à réfléchir. Et surtout, une richesse importante, il me semble, c'est d'avoir essayé de comprendre comment réfléchissent les transhumanistes. Ils ont leur façon de penser, ils ont des raisons qui leur semblent bonnes, et je pense que c'est nécessaire pour entrer en discussion de comprendre comment l'autre réfléchit, pour ensuite pouvoir effectivement dialoguer, forger sa propre opinion et prendre ses propres décisions. Donc je vous laisse continuer à réfléchir à ce sujet. Monsieur Brochet est un peu disponible si vous souhaitez continuer à l'interroger. Et je vous remercie, je vous souhaite une belle nuit. On va laisser Cécile conclure pour nous annoncer la suite du programme. Non pas ce soir, mais plus tard. Merci infiniment, je serai très brève pour vous remercier, voilà, moi aussi, d'avoir interrogé ce soir notre rapport à la nature et vous dire à tous que l'année prochaine, le cycle de conférences continue sur le règne d'être né en ce temps et que nous interrogerons notre rapport au temps, puis notre rapport au travail et voilà, et d'autres domaines encore. Notre rapport au corps aussi. Voilà, donc je vous remercie vraiment de nous avoir invités à regarder ce transhumanisme comme une tentation, voilà, une tentation humaine, pluridisciplinaire, et à pouvoir approfondir personnellement ce que pouvait être un homme. Merci beaucoup. Vous dire aussi que nous vous attendons à la sortie. Ces conférences sont à participation libre, mais je tenais aussi à vous indiquer que, à la fois pour l'eau vive, cela représente un coût d'organisation, et puis pour la qualité du travail qui vous est offert ce soir, il faut aussi comprendre que ça représente justement un travail immense et que c'est une manière de pouvoir l'encourager que de participer. Voilà, autour de 5-10 euros, ça sera très bien pour vous donner un petit indicatif. Merci beaucoup, belle fin d'année et nous vous disons à l'année prochaine.